On revient aujourd'hui avec un format court pour regarder des films et pour aller à l'encontre de ce qu'on vous incite à regarder, que vous allez tous regarder en même temps, les The Boys, les Westworld, les Stranger Things et autres. Alors Big Brother vous regarde, oui, sauf que moi aujourd'hui je vais vous proposer autre chose que ce à quoi on est habitué. Quand on a des bons films ou des bonnes séries de science-fiction ou d'anticipation sont généralement bien faites et arrivent à vous parler de la société actuelle via une autre société futuriste. Et puis vous avez les sempiternels films qui ont à peu près tous la même intrigue et qui ne se renouvellent pas avec la critique de la société moderne et de ses dérives. Ce que l'on peut voir par exemple avec Black Mirror, ces objets connectés qui nous montrent les limites de l'être humain, la dépendance des êtres humains via ces objets, la technologie, toujours montrée comme quelque chose de noir, de mauvais face à nos sociétés sans objets où on était tous plus proches au coin du feu, où tout se passait bien. Bah, moi, je vais partir d'un autre point de vue. Non pas que je sois en train de vous dire qu'il n'y a aucun danger avec certaines technologies bien plus puissantes qui vont permettre de nouvelles choses et que la société de crédit social chinois est merveilleuse et que j'en rêve. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je préfère préciser tout de suite avant d'avoir des messages qui me disent oui mais attends, blablabla, gneu 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 gneu. Mais je vais pas vous dire ce que tout le monde vous dit. Je vais plutôt aller vous faire réfléchir sur d'autres choses, parce que là j'ai vu que la saison de Westworld venait de sortir, et donc de cette sempiternelle histoire qui date depuis Frankenstein. Oui, de la machine qui se retourne contre l'humain qui l'a créé. Donc oui, il y a des moyens, on veut nous montrer dans cette série que chaque plan, il y a du budget, qu'il va y avoir tout ce qu'on attend du SF, des effets spéciaux, les divers retournements, twists, cliffhangers, pour vous pousser à continuer à regarder l'histoire, les longs dialogues de maîtres du monde qui expliquent à leurs machines ce qu'ils sont en train de faire. Bon, heureusement, c'est saupoudré avec un petit peu de cul, puis évidemment montrer l'humain dégueulasse qui aurait besoin d'un parc d'attractions pour assouvir ses saloperies, puisque c'est vrai que dans le monde réel, ça n'existe pas et qu'il y aurait besoin de ça. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on va prendre le contre-pied de ça. Non pas qu'on ne puisse pas aimer, comme je l'ai dit, les films d'anticipation, les films de science-fiction. Voilà, on peut prendre un plaisir incroyable à regarder Terminator, Le Mystère Andromède. Mais on a un peu tendance à oublier que c'est pas les machines qui sont un problème, c'est l'homme qui est derrière la machine. Or, ces séries sont souvent focalisées sur la technologie en elle-même. Or, je ne vais pas vous faire l'affront de vous ressortir ce lieu commun du couteau qui peut servir à couper des aliments, à tuer quelqu'un. Bon, voilà, c'est oui, bien sûr. Après, plus la technologie avance, plus on peut faire on a la puissance de faire des choses qui ont un impact beaucoup plus important. On fait plus de choses avec le nucléaire qu'avec une arbalète, on est d'accord. Mais néanmoins, ce n'est jamais, ou pratiquement jamais, dans la plupart des films mainstream qui traitent de ces questions-là, ce n'est jamais l'homme qui est réellement mis en question. C'est toujours la machine et la dépendance que l'homme a mis, la confiance qu'il a mis, le fait que il a été dévoyé et qu'en fait on était beaucoup mieux avant. Et ben moi je vais prendre le contre-pied. J'ai choisi quelques films, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, pour vous montrer que Big Brother il existe déjà dans le passé, avant les machines, et qu'il est généré par des sociétés humaines. Et que c'est l'homme qui a derrière, et que c'est toujours l'homme qu'il faut mettre en question, et pas la machine en tant que telle. Et c'est aussi pour prendre le contre-pied à ceux qui pensent que la société moderne ne serait finalement que désolation, alors que la modernité a apporté certaines choses. Il y a aussi évidemment des éléments qui sont négatifs parce que le processus d'émancipation n'est évidemment pas fini, hein, et qu'il faut sans cesse lutter contre des retours en arrière, ce dont les machines, ce qu'on appelle aussi le transhumanisme, l'intelligence artificielle ou autres, sont des outils aussi qui peuvent être à la fois des outils d'émancipation ou des outils de régression. On avait déjà parlé dans d'autres vidéos et je vous y renvoie. Je vais m'appuyer sur ça au départ. Je vais évidemment survoler, ça ne sera pas un cours. On avait parlé de Hegel, on avait parlé du mythe d'Antigone, qui représente cette opposition qui est entre la cité, donc l'État, avec Créon, et la communauté avec Antigone. Et je l'avais bien dit, c'est pas un individu contre la méchante société, l'État, c'est une communauté contre l'État et la cité.
Donc évidemment, très vite dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, il parle de ce mythe qu'il a beaucoup analysé. Il va distinguer deux mondes qui sont à la fois inséparables et en même temps antagonistes, avec deux législations différentes. D'un côté, ce qu'il appelle la loi humaine, c'est-à-dire qui va être le domaine de la politique, de la cité, de l'État, du vote sur l'agora, du choix humain que l'on fait tous ensemble, d'un monde qui est à la lumière de tous, ou qui est en général un peu plus le monde de l'homme à cette époque, face à ce qu'il appelle la loi divine, qui est son opposé, qui va être des lois non dites, des lois dont on ne sait pas d'où elles viennent, hein, c'est sacré, c'est des lois secrètes, beaucoup plus obscures, connues de tous, et qui sont souvent un peu plus le domaine de la femme, hein, représentée donc d'un côté par Antigone et de l'autre par Créon. Ainsi tu as osé transgresser ma loi. C'est que Zeus ne l'a pas faite, ni la justice qui siège auprès des dieux. Ils ont établi, eux, parmi les hommes, des lois auxquelles j'obéis. Mais je ne crois pas que toi, mortel, aies tant de pouvoir, que tes décrets puissent surpasser les lois immuables des dieux. Car celles-ci, nul ne sait leur commencement. Elles ne sont ni d'hier, ni d'aujourd'hui, mais de toute éternité. Devais-je, par la lâche crainte de l'autorité d'un homme, ne plus respecter les dieux? Tu sais que mon édit condamne à mort quiconque ose enfreindre mes ordres. Je savais que je mourrais. Comment ne l'aurais-je pas su, même sans ton arrêt? Oui, mais toi, tu mourras avant l'heure. Si je meurs avant le temps, je dis que la mort m'est un bienfait. Quand on vit comme moi au milieu des malheurs, comment n'aurait-on pas avantage à mourir? Tu ne sais pas ce que la mort te réserve, elle est parfois dure. Elle cause bien des souffrances. La mort, pour moi, n'est pas une souffrance. Ça n'eût été une, au contraire. Si j'avais toléré qu'un corps que ma mère a mis au monde eût été privé de sépulture, de cela, oui, j'eusse souffert. Et il y a sans cesse, entre ces deux mondes, des conflits. Pour s'affirmer, l'État, c'est-à-dire le domaine public, doit en partie altérer le privé, la communauté, la famille. Et je rappelle que le privé, à certaines époques, bien évidemment, c'est la famille, la petite communauté. Aujourd'hui, c'est encore le privé, ça peut être des grandes entreprises, donc certaines familles aussi d'ailleurs. Le libéralisme voudrait aussi la disparition de l'État, sauf pour conserver ce que l'on appelle l'appareil d'État, ce qui est bien différent, c'est-à-dire d'avoir des outils qui permettent d'utiliser les moyens de l'État à des fins privées. L'État doit être au profit de la volonté générale. Et donc, la loi humaine, donc la cité, est là pour en partie altérer le privé, la famille, la communauté. Il va, par exemple, s'exercer au détriment de ce qui peut déplaire à certains. Hein, par exemple, quand on les mobilise pour aller à la guerre défendre l'autre cité, c'est ce qui se passe dans Antigone, on empiète sur la communauté en mobilisant des individus. Et il y a sans cesse des tensions entre ces deux lois. Et Hegel ne nous dit pas qu'on doit choisir entre l'un ou l'autre. Au contraire, il nous dit que les deux sont indispensables. Il nous dit que si par exemple on s'opposait à tout ce qui est individuel et familial, ça supprimerait l'existence de la loi humaine de l'État. Et donc il nous dit que la famille est l'élément du monde politique, du citoyen, donc il en a besoin. Et en face, il faut évidemment contrôler la communauté, puisque c'est une menace pour l'unité de la cité, donc pour protéger l'esprit de l'association universelle. Il est évident qu'il y a une menace pour la cité quand il y a des divisions, des communautés, dont chacune va avoir des intérêts particuliers, c'est ce qu'on verra naître avec la mafia, et qui va empiéter l'une sur l'autre, puisque ça sera la loi du plus fort. Ceux qui tiendront une ville, un domaine économique ou autre, seront les familles qui auront été les mieux organisées, les plus violentes, les plus fortes, etc. Alors évidemment, les communautés, la famille, historiquement, ont été utiles à des moments où l'État n'existait pas, où les sociétés étaient en train de s'organiser. Ça a été des modes de fonctionnement, de solidarité, qui pouvaient s'expliquer et se justifier. Il est évident que dans les premières solidarités qui vont s'organiser, ce sont des solidarités de proximité. Et une des solidarités de proximité la plus proche, c'est évidemment celle de la famille du sang,
qui sont au départ calquées sur des liens biologiques et naturels, contrairement à celle de la cité qui est choisie. Mais attention, cette communauté de proximité qui au départ se crée sur des liens naturels n'est pas aussi naturelle que cela. Au départ, oui, ça part d'un lien naturel de sang. Mais la famille est déjà une organisation humaine, culturelle, qui n'existe pas au sein de la nature. Les animaux ne restent pas en famille nécessairement comme nous on peut le faire, à aller voir nos grands-parents, aider nos grands-parents, voir nos cousins, etc. Tout ça, c'est déjà de l'ordre de l'institution. Je rappelle que le mariage n'est pas de l'ordre de l'instinct, mais de l'institution. D'ailleurs, pour ça qui varie au fil du temps, à des endroits, on aura la monogamie, la polygamie, etc. Et tout ça, c'est déjà des liens qui sont culturels, qui sont construits. Et Hegel nous dit que finalement, donc, ces communautés vont avoir des prérogatives, elles vont pouvoir s'organiser pour des buts singuliers, et que l'État va être un contrepoint qui va être une sorte de lutte entre le libéralisme et le dirigisme, entre le privé et le public. Et c'est justement ce qui va se passer dans Antigone, c'est la lutte de ces deux logiques qui sont indispensables les unes aux autres et qui en même temps sont sans cesse dans un antagonisme. Donc Créon, en intervenant dans l'espace, les prérogatives d'Antigone, de la communauté, c'est-à-dire en voulant empêcher qu'on enterre le corps du frère d'Antigone, il sort des prérogatives de la cité. Chacun sort de ses prérogatives et c'est là qu'il y a conflit. Puisque le citoyen appartient à la cité tant qu'il est vivant, et donc on peut l'envoyer se faire tuer pour défendre la cité, mais quand il meurt, c'est à la famille de s'en occuper. Donc il y a une désobéissance de la part d'Antigone et de Créon, c'est pour ça que c'est une tragédie. Et donc pourquoi vous faire cette introduction sur Antigone, puisqu'on va parler de quelques films qui nous parlent justement de la communauté. Soit quand l'État n'existe pas, soit quand l'État existe mais qu'il n'a pas encore une puissance assez importante pour remplacer la communauté. Il faut voir dans les films comment la communauté s'organise, qui au départ sont une organisation vitale, comme je l'ai dit, c'est les liens de proximité, les liens de sang qui nous permettent de survivre, qui nous permettent de nous protéger, qui nous permettent de vivre, mais qui ne peuvent pas être suffisants. Ils ont un certain côté arbitraire et empêchent une forme d'émancipation. Et c'est pour ça que je parle de Big Brother, parce que il faut attendre l'époque de la modernité pour que l'individu commence à compter pour lui-même. Ce qui ne veut pas dire que l'individu n'existe pas au sens strict, on peut avoir une certaine forme de liberté, mais la communauté, le groupe, le clan, ce qui donnera le clanisme, la mafia, compte beaucoup plus que l'individu. Plus nous sommes dans des sociétés archaïques, plus l'intimité, le privé, ne sont pas séparés du public. Cette séparation va arriver avec la modernité, l'intimité. La communauté a un droit de regard permanent sur votre vie. Et c'est pour ça que je parle de Big Brother. On dit toujours Big Brother, mais ce sont des sociétés anciennes où l'intimité, le privé, vos choix sont soumis à la communauté. Tout le monde sait ce que vous faites. Il faut arrêter le fantasme, ce qui est de l'ordre de la surveillance, de la morale, du jugement, existe dans les sociétés anciennes où il n'y a pas un seul appareil technologique qui vous flique. La communauté sait avec qui vous couchez, vous surveille, vous juge, sait où sont vos biens, avec qui vous devez les partager, comment vous les partagez, qui vous fréquentez, si vous allez à la messe ou si vous n'y allez pas, à qui vous avez parlé, ceux qui sont en odeur de sainteté et ceux qui ne le sont pas, les filles qu'on doit respecter et celles qu'on ne respecte pas. Et alors là, encore pire, dans la mafia, et j'en parlerai dans la seconde partie, qui est en plus des sociétés organisées où la loi du sang et de faire couler le sang sont aussi des choses qui sont terribles. Parenthèse, je fais évidemment la distinction avec le fait que, au départ, ce que l'on appelle la loi du talion est au départ une forme de civilisation, puisque c'est quelque chose qui est une organisation contre l'arbitraire. C'est déjà une loi culturelle et humaine. Mais elle ne peut pas être satisfaisante. Et on voit déjà avec le christianisme la volonté de détruire cette logique. Hein, du sang pour le sang, œil pour œil. C'est ça qu'on va vouloir détruire. Alors ça va mettre des siècles et des siècles à se mettre en place. Mais on verra dans la seconde partie avec la mafia les problèmes que ça crée
et que la société de la surveillance et de la non-liberté existe avant les machines, avant Black Mirror, avant Westworld. Alors, comme premier exemple de film, j'ai choisi un film qui s'appelle La fille en noir, un film grec de Kakoyannis, qui est sorti en 1956 et qui a été tourné sur l'île de Hydra. Donc on va avoir deux Athéniens, plutôt assez aisés, hein, un écrivain et un architecte, qui vont aller sur cette île en vacances. Et ils vont être logés dans une grande maison qui est tenue par une veuve qui a deux enfants, un fils qui s'appelle Mitsos et une fille qui s'appelle Marina. Et les deux Athéniens qui sont en vacances dans cette île, bon, déjà vous remarquez que Marina est très jolie, donc il y en a un qui va essayer de la draguer. Mais en dehors de ça, il va découvrir que c'est assez dur de draguer dans la communauté. Hein, je le rappelle parce que ceux qui rêvent de la communauté, baiser comme aujourd'hui on baise dans ces communautés-là, ça n'a rien à voir avec la liberté aujourd'hui. Quand on dit ah ouais, mais la police des braguettes, bah, la police des braguettes, elle existe. Je le rappelle toujours, dans des sociétés où il n'y a déjà pas de moyens de vous localiser, d'écouter vos conversations, de mettre des caméras, ça existe. Je veux dire, faut quand même toujours le rappeler. Non seulement on peut vous voir, mais en plus on a le droit de vous juger. Et donc, ils vont se rendre compte qu'ils sont logés dans cette maison de cette veuve et que cette veuve est une sorte de paria de l'île, parce qu'on apprend que cette femme, quand son mari est mort, au lieu de se remarier, elle a fréquenté des hommes. Et bien évidemment, elle avait encore envie d'avoir de l'affection, de l'amour et du sexe. Et c'est très mal vu, ce qui fait que les enfants de cette veuve sont les parias. Et c'est ce qu'on voit dans une des scènes du début que je vous montre. Et vous allez voir dans cette petite scène, petit clin d'œil à Sophocle, petit clin d'œil donc aussi à Hegel, parce que c'est pour ça que j'ai voulu vous introduire cette histoire entre la communauté et l'État. Dans cette petite scène, on voit des enfants qui arrivent, qui crient dans tout le village qu'ils ont vu donc cette fameuse veuve-là encore fréquenter un amant. Ils vont le répandre partout dans le village, jusqu'aux oreilles du fils de cette veuve, pour se foutre de sa gueule. Et vous allez voir juste au début, il y a un personnage qu'on appelle Antigone, qui est juste un personnage qu'on ne reverra jamais dans le film, qui est une figuration. Et je montre le clin d'œil, le lien qui est fait avec cette tragédie antique. Αντιγόνη! Έλα σου πω. Θα πάνω στο κάστρο πάνω. Φτιάξανε λέει επιφρόσο στα χαλάσματα. Γιώργο! Γιώργο! Εκείνο το γιο της, το μίσο φοβάμαι. Θυμάσαι τι έγινε την άλλη φορά. Ας καθόταν κι αυτή στα αυγά της, η ξετσίποτη. Εμείς δεν χειρέψαμε στα 32 μας χρόνια, γι' αυτό μιλάμε. Σαν δεν μπορούσε να κάνει δίχως άντρας, ξαναπαντρευότανε. Με τόσα χρέη και με 3 παιδιά. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοιτάτε σαν χαζί, ρε. Άι, δίνετε του. Κύριε Αλέξη, το όνομα! Κύριε Αλέξη! Για δεν κάνεις τα μάτια μου! Έρθω το παιδί! Ξεζώσω να μου πεις κεράτα. Έρθω ρε πάλι! Πάντα τη μάνα σου! Τι να μου πει, ρε. Να στα πει όλα! Τι να μου πει, ρε. Τη μάνα σου, ναι! C'est bien! Donc vous voyez, on voit dans cette scène comment se répand un acte qui est de l'intimité, qui est une relation sexuelle dans tout le village, et comment on juge cette femme, c'est une salope, elle avait qu'à se remarier, et l'autre se dit bah oui mais se remarier, elle avait déjà 3 gosses, elle a des dettes, alors qui va vouloir, parce qu'il faut aussi comprendre que effectivement dans des sociétés où
une partie de la fortune du patrimoine et donc de la question économique est liée au mariage, aux biens qu'on se redonne, la question de l'amour est compliquée. Ça ne veut pas dire que cela n'existe pas, mais ce sont des considérations beaucoup plus importantes pour survivre, hein, d'avoir son patrimoine. Et donc on voit comment tout cela se répand et comment on vient se moquer du fils. Et donc dans la scène d'après, je vais vous montrer en extrait, on voit donc du coup la veuve qui revient, qui se reboutonne parce que elle a eu sa petite aventure, et tout le village est au courant de ce qu'elle vient de faire, ce qui est horrible, et tout le monde la regarde. Voilà, tout le monde la regarde, tout le monde parle sur elle, et là son fils va la corriger, ce qui est horrible. Et en même temps, le fils est un paria parce que sa mère est considérée comme une putain. Γεια σου, Πόπη. Et ainsi, dans une autre scène, on peut voir que Marina, donc la fille de cette veuve, est aussi maltraitée, parce qu'elle n'est pas respectable. Déjà, sa mère est considérée comme une putain, et elle n'est pas mariée. Donc elle, on a le droit de la harceler dans la rue, de mal se comporter, de lui faire peur, parce qu'elle n'est pas une femme respectable. Δεσποινής, Δεσποινής. Ποια είναι ρε Χρήστο, την ξέρεις? Η κόρη της Φρόσος. Της Φροσάρα, ρε. Τότε τι περιμένουμε, ρε. Εμείς δεν της γεμίζουμε το μάτι. Αμάν κοπέ. Άντε πάμε, ρε παιδιά. Γεια σου κούκλα. Σιγά θα σκοντάψεις. Μίλα μας τέλος πάντων και μη μας αγαπάς. Γιατί δεν μας μιλάει ρε Χρήστο? Φοβάται να μην τροπιάσει τη μάνα. Θα με πας που θα με πας. Άσε τους Αθηναίους να περιμένουν. Αμάν η κόμψα σου. Κράτα πόσα να πιάσεις. Donc, dans la scène ensuite, on voit que Marina va tomber amoureuse d'un des Athéniens qui est en vacances ici, qui lui est un homme beaucoup plus libre. Il n'est plus dans la communauté, il est déjà un homme moderne. Il lui dit que lui, il a été avec des filles, qu'il a des défauts, et que c'est pas grave, pourquoi se soucier du regard des autres, etc. Et elle, on voit bien qu'elle comprend pourquoi il faut se soucier du regard des autres. Elle est malheureuse, elle dit qu'elle veut mourir, et même quand il s'agit juste de parler avec quelqu'un, elle ne doit pas être vue avec un autre homme sous peine d'être soupçonnée d'être aussi une putain, comme sa mère. Αύριο φεύγω. Όχι αύριο. Πίνεις τη φωτιά σου. Στα πέφτα κοντά στη σπηλιά. Θα βαστούν. Στην ακρογιαλιά. Θα βαστούν. Στο κάστρο, στα χαλάσματα. Αν με αγαπάς. Θέλω να πεθάνω. Καλό.
Et donc, j'ai juste mis quelques extraits et je vous invite à voir ce merveilleux film qui vous montre ce que c'est que le Big Brother de l'époque, hein, avec ses jugements et avec aucun moyen, sauf quand l'État pourra être là, pourra contrebalancer, pourra juger, et quand après aussi la modernité va mettre de côté le fardeau moral. Ce film nous montre très bien ce que c'est que des sociétés aussi anciennes et ce que c'est que le poids de la communauté, qui a, comme je le redis, eu son importance, puisque c'est une solidarité première de proximité qui a permis de vivre, qui a permis de se défendre, mais qui ne peut pas être un idéal et qui doit, et c'est ce qui a été fait et qui n'est pas encore achevé, mais qui doit être surpassé, qui doit évoluer vers autre chose. Ça ne peut pas être un modèle de satisfaction de société. Donc par ce film, Kakoyanis nous montre la pesanteur qui existe dans les communautés, les sociétés, les traditions des petites villes, des îles, des provinces grecques. Les femmes particulièrement, qui sont surveillées encore, notamment leur sexualité. Et comme nous sommes dans une communauté, ce qui est fait par la mère rejaillit sur ses enfants. La difficulté des relations entre les hommes et entre les femmes, le jugement qui est fait, alors bien que ces braves gens aillent à l'église, hein, ça ne les empêche pas de juger les autres, hein, ne juge pas si tu ne veux pas qu'on te juge, bah bon ça c'est en option. Et donc des seuls liens qui existent entre les individus qui sont permis, acceptés par la communauté, sans que vous ayez votre mot à dire, sans que vous ayez choisi. Je vais aller sur un autre film où là, il va y avoir une autre vision, mais où encore le poids de la communauté est importante. C'est le bien plus célèbre film Mademoiselle de Richardson, qui est un film franco-britannique qui est sorti en 1966 et qui encore une fois nous raconte une vie dans un petit village de Corrèze avec une institutrice qui est interprétée par la remarquable Jeanne Moreau, qui est une femme vieille fille, hein, qui n'est pas mariée et qui n'est plus non plus dans sa prime jeunesse, mais qui est encore très désirable, qui est une femme donc qui est très respectée. Et en fait, on va découvrir que derrière cette surface, cette image, on a une femme beaucoup plus perverse qui s'amuse à mettre le désordre dans ce village, par exemple à mettre le feu, à empoisonner les abreuvoirs des animaux. T'es fier de toi, hein? Qu'est-ce que tu racontes? On joue au héros. Et on se rend compte que c'est parce que, notamment, elle a été au départ reconduite, en tout cas, elle n'a pas réussi à avoir un jeune bûcheron italien sur lequel elle fantasme sexuellement, donc il y a une tension sexuelle qui monte avec cet homme qu'elle essaye d'avoir, et dont elle se venge aussi sur son fils qui est à l'école. Donc ce film avait aussi un petit peu choqué à l'époque, on y voyait encore une vision pornographique, etc. Et donc effectivement, il y a une certaine critique de cette espèce de campagne franchouillarde où vous avez effectivement une certaine animosité des habitants vis-à-vis des travailleurs italiens qui viennent là, parce que y en a qui sont pas trop mal, et du coup, les femmes de ces hommes ont envie de coucher avec, donc les hommes sont incroyablement jaloux de ces types et ils veulent s'en débarrasser, et puis il y a les femmes qui sont jalouses entre elles parce que il y a celles qui peuvent se faire baiser par tel ou tel mec, donc c'est assez drôle, et tout le monde s'observe, tout le monde sait qui a couché avec qui. C'est long. Tu as peur? J'ai pas peur, j'ai fait aucun mal. Combien tu as eu? 4 patères et 4 travées. Et toi? Moi, 2 chapelets complets. Il est dans un mauvais jour. Toi, tu vas écoper quelque chose. C'est pas dit. Il est persuadé que c'est Manu. Bon, eh ben la première fois, c'était pas lui.
Moi, je le sais. Un pater de plus à chacune pour bavardage dans l'église. Dites vos prières, ou partez. Allons, la suivante. Et ce film met vraiment en lumière les représentations du désir et les rapports humains dans ces sociétés encore de communauté où tout le monde s'observe et où tout le monde se juge. Et avec l'autre, l'étranger qui est là et qu'on va évidemment accuser mettre le désordre tant dans les mœurs, puisque les femmes elles sont toutes excitées en voyant ces beaux bûcherons dont la sueur dégouline sur les muscles, et en même temps avec ces feux qui sont mis, ces animaux qui sont empoisonnés, ça ne peut évidemment venir que de ceux qui ne sont pas de la communauté. Et on voit à travers ce film Jeanne Moreau qui n'a une sexualité qui ne demande qu'à se libérer, qui a envie d'assouvir ses désirs avec notamment le bûcheron italien, mais on sent quand même que sa relation avec les autres hommes est quand même assez tendue. Et évidemment, le bûcheron est une sorte de synthèse de ce qui peut être du désir féminin, c'est-à-dire l'homme musclé qui n'est pas forcément ici très intelligent, qui ne sait pas forcément draguer les filles. Il est juste la représentation de l'érotisme, de la masculinité et simplement de la sexualité. Et d'ailleurs, la manière de filmer de Richardson, et on le voit dans certaines scènes, c'est que le désir est lié à la nature, il le pousse même un peu de façon parfois un peu lourde, mais il y a toujours quelque chose qui vient équilibrer le propos. Mais on voit effectivement le décor naturel, la nature, les pulsions, en dehors de la communauté, de la civilisation, etc., quelque chose de très animal. Et donc tout est tourné sur cette pesanteur, sur cette sexualité. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais question finalement d'amour dans cette histoire. Les personnages, aucun ne sont agréables, aucun ne sont aimants, sauf peut-être le petit garçon, puisqu'on est dans une société malade finalement, et frustrante. On y voit les cadres de cette société de surveillance, avec dès le départ du film la procession religieuse, donc l'ordre moral qui est symbolisé, etc. Donc on a quelque chose de malade, de malsain dans cette petite ville. Et finalement, cette femme qui est perverse, interprétée par Jeanne Moreau, sème, si vous voulez, un petit peu comme dans les films, vous savez, d'exorcisme, où vous avez des enfants qui souffrent d'un mal-être, alors parfois parce qu'ils ont été violés, etc., etc., et qui du coup vont attirer sur eux des démons, des âmes, vont faire voler des objets dans des pièces, etc., pour manifester une forme de souffrance. Et on a ça aussi, d'une certaine manière, chez Mademoiselle, qui est finalement dépossédée de toute identité. On ne connaît pas son nom, elle s'appelle Mademoiselle parce que elle est simplement qualifiée par son statut de femme non mariée, qui est finalement son seul statut. Elle n'est pas mariée, elle est institutrice et on sait juste ce qu'elle est socialement. Comme elle n'est pas mariée, elle est mademoiselle, elle est celle pour qui le sexe est un acte interdit. D'où son obsession sur la sexualité, sur certains hommes et sa volonté de destruction de cette communauté, de cette société qui surveille. Tous ces interdits font que Mademoiselle ne peut finalement, donc Jeanne Moreau, ne s'exprimer que par des actes de violence, de destruction. Et ce qui sera symbolisé notamment par cette fin où l'enfant du bûcheron italien crache face caméra, face à l'hypocrisie de cette société qui existe et à la pesanteur, aux frustrations qu'elle génère. Bon, mademoiselle, bon voyage. Partez. Alors, autre exemple auquel je pense, qui sont des films, alors peut-être un film mineur mais que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément très connu parce que il a quelques défauts certainement dus au fait que le sujet était un peu brûlant, la censure, bon, et que c'est finalement donc une exécution
C'est un film qui s'appelle La lumière d'en face de Georges Lacombe qui date de 1956, avec la toute jeune Brigitte Bardot, déjà très sensuelle, très belle, Raymond Pellegrin exceptionnel et Roger Pigaut. Alors là, on n'est pas face totalement à la communauté, mais on est face à un isolement, à une proximité, parce que vous savez aussi, dans ce nouveau monde moderne, on n'est que dans des grandes villes où tout est anonyme, tout est grand, où personne ne se connaît, où on est une certaine, on passe plus des bons moments ensemble, vous savez. Alors, bien sûr, je suis pas en train de caricaturer et dire que à la campagne on se ferait chier, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours très souvent présenté d'une manière un petit peu caricaturale. Et dans ce film, La lumière d'en face, ça raconte l'histoire d'un couple qui va être confronté à un sujet assez brûlant, c'est-à-dire l'impuissance sexuelle et aussi l'abstinence sexuelle, pour une bonne raison, c'est que Raymond Pellegrin, qui est un ancien chauffeur routier, qui a eu un accident. On lui a conseillé de ne pas avoir de relations sexuelles pendant un moment, et on sent qu'il y a une certaine aussi impuissance à aller vers sa femme, qui est interprétée par Brigitte Bardot, qui connaît pas encore beaucoup de choses à l'amour, mais qui est observée par tous les hommes. Et il va se marier avec elle, mais il peut pas la toucher. Et donc, de là va naître une certaine histoire, puisque comme il n'est plus camionneur, il a décidé de tenir un petit bistrot routier dans un endroit isolé sur une route nationale, où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, sauf la journée où il y a des camionneurs qui s'arrêtent, des routiers pour manger, mais où il n'y a rien. C'est une tenue, ça? Mais Georges, je croyais bien faire en plaisant aux clients. Mais c'est pas aux clients que tu plais, c'est aux hommes. Et donc on se retrouve avec un endroit où il y a ce bistrot avec ce couple, et juste en face, il y a le pompiste qui est là avec son assistant. Et ce pompiste, interprété par Roger Pigaut, est incroyablement viril, beau, sensuel. Et on se retrouve avec une espèce de tension sexuelle, érotique dans ce film que j'aime beaucoup, et qui pourtant est freiné par la censure, parce que à aucun moment on ne parle réellement de la non-consommation sexuelle, l'impuissance aussi qui naît de ce routier qui existe, hein. Il y a juste un moment où le médecin prononcera le mot relation sexuelle, ce qui est un petit peu une audace pour l'époque, hein, 1956, parce qu'il n'y a pas énormément de films qui parlent de ça. Il y a des films qui font des allusions. Il y avait quand même un film qui s'appelait Remous de Gréville qui était sorti en 1935 et qui parlait effectivement d'un couple dont le mari avait un problème d'impuissance. Mais avant une certaine époque, c'était pas un sujet très exposé dans le cinéma. Et donc dans ce film, il est question de ça. Et on a cet antagonisme entre cet homme qui ne peut plus consommer sa femme, entre guillemets, hein, et qui est lié au monde de la virilité, des camions, et qui lui se sent viril quand il est dans ce monde-là, c'est là où il retrouve sa virilité, et cette femme qui, elle, est tentée par son voisin, et c'est pour ça qu'on voit la lumière d'en face, c'est-à-dire que on voit tout ce qui se passe en face dans les appartements en face, et elle brûle de désir pour le pompiste qui est en face, qui lui voit une fille superbe, et en plus il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'autres filles aux alentours, et donc le mari devient fou parce qu'il comprend bien que sa femme est la seule de l'endroit et qu'elle est désirée par tous les hommes qui y passent. Et ça le rend dingue, d'autant plus qu'il ne peut pas la toucher. Et donc la sensualité de Brigitte Bardot est mise en évidence, des audaces aussi plastiques qui sont assez intéressantes pour l'époque. Et donc voilà, là on n'est pas nécessairement dans la communauté, mais on est aussi dans cet isolement, aussi dans cette surveillance, mais qui est teintée d'érotisme.
Qu'est-ce que tu fous là? Tu te pomponnes pendant que les autres font tout le boulot? À l'inverse, un autre film qui va sortir plus tard et qui va remettre ce sujet dans la question de la communauté, c'est un film qui s'appelle Le Bel Antonio de Bolognini, dont d'ailleurs le scénario est en partie écrit par Pasolini, et qui là nous parle d'un personnage incarné par Marcello Mastroianni, qui est le beau gosse, le ténébreux, le Sicilien, que toutes les femmes de Catane veulent avoir, enfin en tout cas sont séduites, et lui il est toujours en compagnie de femmes. Et il va se marier avec une jeune femme interprétée par la très jolie Claudia Cardinal. Et là on va découvrir le secret qui couve, c'est que Mastroianni est impuissant. Ehi, giovanotto, bentornato. Sarà vero quello che dicono di te? E cosa dicono? Che sei fortunato con le donne. Mio figlio Antonio sposerà Barbara Puglisi. L'uomo abbandonerà il padre e la madre e starà unito alla sua moglie. La donna sarà soggetta al marito come al Signore. Quanti baci mi vuoi dare? Tu mi baci sempre. 1 milione di baci mi avrei dato da 3 mesi che siamo qui. Basta. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Et là, par contre, ça va pas seulement poser des problèmes de relation entre le couple, mais de cette jeune fille qui ne comprend pas au départ ce qui lui arrive et qui finalement va être très soumise à sa famille. Mais ça va poser aussi un problème par rapport à lui qui est pointé du doigt par la société sicilienne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas honorer sa femme, il n'est pas viril et ce n'est pas possible. C'est insoutenable pour lui. Il a le poids de la communauté qui le regarde, il n'y a pas de compassion, pas du tout, il n'a pas rempli son rôle de mari, ce n'est pas un vrai homme. Et elle, du coup, qui pourtant est amoureuse de lui, va obéir à l'intérêt de la communauté, et notamment de sa famille, qui veut qu'elle va aller se marier avec un meilleur parti. Elle ne peut pas accepter cette infamie qui frappe son couple. Tu lo sai che stamattina tuo padre è andato da mio padre? Sì, lo so. Da quando lo sai? L'ho saputo dopo. Ma come tuo padre prende una decisione così importante senza consultarti? Dimmi la verità, Barbara. Tu approvi quello che ha fatto? Rispondimi, lo approvi? Sì. Avevamo giurato di volerci bene lo stesso, anzi di più. Quante volte mi hai detto che Dio benediceva la nostra casa? Ma ora ho saputo che la Chiesa non ci benedice più. Ma perché? A chi facciamo del male? A nessuno facciamo male. Ma il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio. Da quando sai che il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio? Da quando me l'ha spiegato il signor arcivescovo. Avete parlato di questo anche con l'arcivescovo? Sì, solo 7 giorni fa. Ma com'è accaduto? Perché hai detto tutto a tuo padre? È stata Francesca, quando l'abbiamo cacciata via di casa l'estate scorsa. E io ho dovuto confermare. Ma perché quest'uomo rispettabile si è preoccupato dei nostri rapporti solo 7 giorni fa? Se erano dei mesi che sapeva. Evidentemente avrà dei progetti sul tuo conto. Non lo so. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Rispondimi, dove è andato il bene che mi volevi? Io te ne voglio sempre, ma non più da moglie e marito. Perché non più? Perché non siamo moglie e marito. Et ce qui est assez intéressant, c'est comme presque une mise en abîme, c'est que quand on a le témoignage de Claudia Cardinal qui parle du tournage de ce film, elle explique en quoi Marcello Mastroianni a pris d'une certaine manière des risques pour jouer. Et puis j'ai tourné aussi Le Bel Antoine. Dans Le Bel Antoine, il y a une scène de dingue. Vous êtes sur une balançoire. Oui, oui. Et ça, c'est toute votre vie, j'ai l'impression. Oui. Vous êtes sur une balançoire. Et Mastroianni est là. Et chaque fois que la balançoire arrive vers lui, il vous embrasse la main. Oui, oui, oui. Mais vous repartez, bien évidemment. Ouais. Et on a l'impression un peu que c'est toute votre vie, ça, non? Oui, oui. D'ailleurs, moi, je lui dis, mais... Parce que là, elle est très jeune, elle comprend pas. Elle pense que faire l'amour, c'est embrasser. Quand quelqu'un lui dit que c'est pas ça, elle le quitte. Lui, là-bas, ça a été un drame pour lui parce que c'était à Catagne. Et les Siciliens étaient furieux, ils pouvaient pas sortir de l'hôtel. Et dit quoi? Un Sicilien impuissant, ça n'existe pas.
Et le pauvre, il avait des gros problèmes à sortir dans la rue. Ah ouais? Et parce qu'il faisait un film où il était Ah ouais. impuissant. En plus, c'est un film, quoi. C'est pas qu'il était impuissant Oui, c'est dans ça, la oui. vie. Mais les Siciliens, ils n'acceptaient pas ça. Ils sont particuliers. Ouais, ils n'acceptaient pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans une interview, Mastroianni, il démonte un petit peu l'image, souvent, qu'on veut accoler au cinéma quand on le comprend mal, notamment dans les rôles qu'il a interprétés. Tous les deux, vous avez été à un moment donné classés dans des registres de comédiens comme le séducteur. Bon, vous avez eu l'intention, comme Michel Piccoli, de vous en évader, ce que vous avez fait avec des films d'ailleurs de provocation au niveau de votre public. Oui, c'est vrai. Et c'est la chose qui me gêne, je me fâche quand les gens me demandent vous êtes le Latin lover, vous êtes le séducteur. Mais je ne suis pas du tout un séducteur, même pas un Latin lover. Allez, vous n'avez jamais regardé mes films. Si vous aurez regardé mes films avec une certaine attention, vous aurez remarqué que j'étais jamais un séducteur, jamais un Latin lover, plutôt un impuissant, si vous voulez. Pas dans la Dolce Vita. Ah bon, oui, il était victime. Il Oui, croyait. c'était une victime. Il n'était pas un conquis, il était conquis, toujours. Oui. Conquéri, Oui. non, conquis. Conquis, oui. Conquis, toujours. On lui faisait violence. Voilà. Oui. Dans 8 et demi, il était un demi-impuissant. Puis j'ai fait un film qui s'appelait Casanova 70, il est un autre impuissant. Divorce à l'italien, c'était un autre impuissant. C'était une série, une galerie d'impuissants. Chose qui m'a toujours amusé beaucoup, parce que j'ai toujours aimé détruire l'image et l'idée de l'italien latino-vert. Amateur, ce n'est pas vrai du tout. L'italien est amateur comme tous les autres, avec une grande limite. Il a besoin de parler, de construire une histoire, de croire que c'est un grand amour. Alors vous voyez la mesure de l'impuissance. J'ai toujours dit à des femmes étrangères surtout, si un Italien dans la rue, comme vous dites, il vous suit, vous dit des choses quelquefois vulgaires, quelquefois charmantes, proposez d'aller au lit tout de suite. Il partira en grande vitesse. Parce qu'il a peur. Donc, alors, je me suis amusé à toujours tenter de détruire cette image conventionnelle et stupide. Oui. L'italien, je crois, est beaucoup plus intéressant du latino vert. Je pourrais également parler du film du retour de Martin Guerre, un film qui est adapté d'une histoire vraie, qui s'est déroulé en France au XVIe siècle. Alors, le film a des qualités, il a aussi quelques défauts, peut-être de vouloir trop coller au procès qui a eu lieu, puisque c'est l'histoire, en gros, au XVIe siècle, d'un homme, Martin, qui revient dans son village après plusieurs années où il a disparu. Et on apprend en fait qu'il a été à la guerre. Et il va retrouver sa femme, finalement, qu'il avait abandonnée, ses enfants. Et il va raconter tout ce qui lui est arrivé jusqu'au moment où les villageois vont avoir un doute sur sa véritable identité. Donc c'est une histoire passionnante, parce que c'est une histoire vraie, qui a inspiré aussi la littérature, qui avait déjà à l'époque alerté Montaigne, qui s'était intéressé au cas, mais qui a inspiré, bien entendu, aussi Alexandre Dumas bien plus tard. Bon, je ne vais pas rentrer sur les détails du film, qui traite beaucoup plus de sujets sur l'identité, mais qui aussi nous montre une certaine société au XVIe siècle, une société paysanne. Mais ce qui est intéressant, en tout cas dans ce film, parmi tous les sujets qu'il traite, il y a un sujet qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on parle de l'amour dans des catégories sociales qui sont beaucoup moins traitées, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, ce qui est souvent assez normal, puisque la littérature parle souvent de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, ou quand elle parle du monde paysan ou du monde prolétaire, elle le voit d'un autre œil. Il faudra quand même attendre une partie de la modernité du XIXe siècle pour y avoir beaucoup plus d'accès à ce monde-là. Et aussi parce que, historiquement, les témoignages de l'intimité des paysans, ce qu'ils pouvaient penser, est beaucoup plus difficilement accessible, puisque ce sont plus des actes notariés, des actes juridiques qui nous parlent des relations hommes-femmes. C'est pour ça qu'il est plus difficile d'y déceler l'amour, même si on a des témoignages, on a des affaires, des procès, déjà des journaux qui nous racontent que l'amour existait aussi. Donc il ne faut pas caricaturer, il n'y a pas une absence d'amour ou un amour passionnel qui peut exister après, à l'époque moderne, etc. Il est évident, et notamment beaucoup plus vous montez dans la hiérarchie sociale où vous allez avoir du pouvoir, de l'argent,
ou des stratégies politiques, plus effectivement la question de l'amour est assez mise de côté. Mais dans les autres catégories sociales, évidemment le patrimoine, encore une fois, dans des sociétés où la vie, le métier sont liés à toutes ces questions-là, ce qui fait que l'aîné hérite, les autres peuvent rentrer dans les ordres, etc. Ces questions sont fondamentales. Ça ne veut pas dire que les sentiments n'existent pas. Et évidemment, parfois, ils sont inexistants ou relégués, ou ils viendront après. Ils sont moins importants, mais ça existe quand même. En tout cas, ce qui est intéressant dans le retour de Martin Guerre, donc ce Martin qui revient interprété par Gérard Depardieu et qui va retrouver sa femme interprétée par la merveilleuse Nathalie Baye, va nous montrer qu'il y a une histoire d'usurpation d'identité parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le vrai mari. Il est parti il y a longtemps, il était à la fin de l'adolescence, et là on a un homme qui revient, qui lui ressemble, qui se souvient de tout, mais dont certaines choses paraissent étranges. Et ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que Nathalie Baye, donc la femme, on va se rendre compte qu'elle est prête à mentir, à la fois parce qu'elle a envie d'avoir un mari, elle s'est retrouvée seule. Et comme vous le savez, dans ces sociétés-là, dans ces communautés-là, et en plus avec une époque où le mariage est un sacrement, donc un sacrement divin, et où en plus on ne peut pas se permettre d'aller à droite à gauche, de faire l'amour avec qui on veut, en plus tout le monde se connaît, on est dans ces petits villages, cette femme va mentir pour avoir un mari. Et aussi, on se rend compte qu'elle est prête à reconnaître quelqu'un qui n'est pas son mari au détriment de son mari, pas seulement pour ne pas être seule, même si ça en fait partie, mais aussi parce que l'homme qui usurpe l'identité est un homme qu'elle aime, est un homme beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné que son mari. Donc il y a deux aspects, c'est à la fois ne pas être seule, parce qu'elle a des enfants, parce que dans cette société, être une femme seule est dangereux, pour des tas de raisons, c'est des choses qui... c'est des femmes qui peuvent être plus facilement violées, plus facilement embêtées. Je rappelle toujours que le moment où dans The Last Duel où la femme est violée, c'est le moment où son mari est parti. Les femmes seules sont souvent en danger. La question de l'amour, d'un seul coup, va être développée dans des sociétés où c'est pas la première chose, même si, bien sûr, le mariage, le christianisme demande le consentement et l'amour, entre ce qui est demandé et ce qui est réellement fait, mais à partir de ce moment-là, on voit ce sujet qui est posé vis-à-vis de cette femme et qui est profondément touchant. Vous avez douté, vous aussi? Mais comment vous avez-vous pu douter? À un moment, je me suis troublée. J'ai été hésitante. Je me suis dit... Parlez plus fort. Je me suis dit, c'est toi qui me trompe, moi aussi. Qu'il me charme comme les autres. Que ma fille soit une bâtarde. Que je vive vraiment dans le péché, que je meure, que j'aille à l'enfer. Oui, j'ai douté. Et encore maintenant? Maintenant, je ne doute plus. Alors il est votre mari? Oui ou non? Oui. Et on voit par ailleurs que la communauté est face à l'État, la justice, pour essayer de régler ce conflit. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à la justice du roi. J'ai calculé à peu près, vous me devez un peu plus de 6 000 livres. Tu oses me demander des comptes à moi? Moi qui ai élevé ton fils pendant qu'il te promenait. Moi qui ai protégé ta femme. Moi qui t'ai accueilli à ton retour. Et qui t'ai pardonné. Vous avez fait que votre devoir. Moi, j'étais à la guerre. J'ai le droit à ce que mon bien m'a rapporté. Tu n'as aucun droit, puisque c'est toi qui es parti. J'y fais. J'ai la loi pour moi, je le sais. J'irai devant la justice s'il le faut. Et je vous ferai condamner. Tu me lâches ton oncle maintenant. J'en ai besoin de cet argent. Je veux vendre de près de la Croix d'Or et acheter celui du Pujol. Pour y mettre de l'orge. Avant le retour de ce faux mari, tu avais un grand désir d'homme. Celui qui arrivait t'a plu tout de suite. Ton désir d'homme, il l'a satisfait. Vous vous êtes aimés. Oui.
Nous étions bien ensemble. Martin m'avait négligée et quittée. Arnaud me traitait avec respect. Comme un vrai époux. Il a gagné toute ma confiance. Quand les gens ont commencé à parler, nous nous sommes dit, allons devant les juges. À nous deux, nous aurions gagné. À la fin, au dernier moment. Pourquoi avoir changé d'avis? Il voulait que je sauve ma vie. Pour moi et mes enfants. Alors après, j'aurais pu vous parler, mais je vous y renvoie. Évidemment, Dogville de Lars von Trier nous parle effectivement de cette communauté. On voit aussi que Grace, qui est interprétée par Nicole Kidman, est aussi la fille d'un voyou, d'un bandit. Hein. Donc c'est assez marrant, on a finalement deux clans qui s'opposent, mais on voit quand même cette femme qui arrive dans ce village, cette communauté. Au début, c'est un peu idyllique, les gens sont sympas, etc. Et à la fin, ils finissent par l'exploiter. Parce qu'en plus, elle est l'étrangère. Et on va pouvoir la soumettre à du chantage. Et puis, elle est jolie. Les garçons vont en profiter, les femmes vont être jalouses. Évidemment, on peut penser à un film qui n'est pas très intéressant, je ne vous le conseille pas en tant que tel, sauf si vous voulez admirer la plastique de Monica Bellucci à un moment où elle était à son top. Dans Malena, qui n'est pas un film très intéressant, mais en tout cas, qui nous montre aussi une femme très belle, dont le mari est parti à la guerre et qui se retrouve seule dans une ville plus occupée par les Allemands, et qui va être la proie du village, parce que tous les hommes veulent la baiser, y compris l'occupant allemand. Les jeunes mecs, les petits adolescents qui sont dans des classes où ils ne voient pas de filles, ils ne sont pas souvent en contact avec des filles, ils ont leur première érection en la voyant passer. Les femmes sont jalouses et parlent sur elles, et du coup, des tas de cancans vont faire en sorte de dire que c'est une putain, comme d'habitude, quoi. Voilà, hein, là, tout le monde la juge, jusqu'au point où son père ne lui adressera plus la parole parce qu'on dit que c'est une pute. Donc voilà, bon, sinon le film n'a pas grand intérêt, mais c'est encore une fois ce côté Big Brother, vous voyez. On vous voit, on vous juge, on vous exclut ou on vous réintègre. Ce qui se passe à la fin quand le mari revient et réintègre sa femme en passant devant la communauté, la société de ce petit village italien. Ce qui est intéressant, et là je vais faire la transition avec ma dernière partie, qui va donner lieu à ce que la mafia a donné, le clanisme, le clan, qui est une extension de la communauté, pareil, basée sur des liens du sang, mais donc la mafia, qui est magnifiée, ça j'en ai déjà parlé dans le cinéma américain, et ce que je peux comprendre, hein, oui, effectivement, il y a des traîtres, il y a des meurtres, il y a des gens qui se battent, il y a après la rédemption face aux prêtres, et avant de mourir, mais il n'empêche que c'est glamourisé, c'est Hollywood. C'est-à-dire que le mafieux, c'est Marlon Brando. Marlon Brando, il est classe. D'ailleurs, inspiré du personnage du guépard de Visconti. Hein. Je le rappelle toujours au passage. Mais c'est classe. Oui, on meurt. Oui, on se fait des coups de pute. Oui, il y a la communauté, mais c'est pas mal. Quand même, parce qu'il y a des jolies filles, parce qu'on a quand même eu un peu d'oseille, parce que le côté de jouer au cow-boy et la mort peut être... assez bandant. Je vais prendre le cliché classique, mais quand on regarde un film de Tarantino qui bute des mecs, on n'a pas forcément de la compassion qui nous vient, on a plutôt quelque chose de jouissif, hein, presque de drôle. Donc c'est pas forcément le sang qui nous dégoûte dans la mafia. Sauf quand il nous est montré de façon horrible, injuste, et que là, on n'est plus dans le glamour.
Et c'est typiquement un film dont j'avais parlé, mais dont je vais reparler parce qu'il a un sens, qui s'appelle Mafioso d'Alberto Lattuada, où vous avez l'histoire d'un Nino, interprété par Alberto Sordi, qui est un cadre qui travaille dans une usine à Milan, et qui va retourner pour les vacances avec sa femme et ses enfants dans sa Sicile natale, pour présenter à sa femme, sa famille, que la famille c'est le clan. Et en fait on se rend compte effectivement que la Sicile est évidemment gangrénée par la mafia. Alors on voit au début les différences culturelles, avec la femme qui vient de Milan, qui est beaucoup plus libérée, qui fume, qui est très féminine, qui peut montrer beaucoup plus son corps, et les autres femmes qui sont en noir, les jeunes filles pas encore mariées qu'on surveille, notamment dans la scène du déjeuner. Carmilano che ce n'è qui sei stato? Non mi piace sto giacchettino. Perché? Perché stai smodesta. Si Carmela, a Milano così si portano. Il progresso, l'emancipazione femminile. Oh ninfa, i femmini alla prima della scala tutta la carina scopetta c'hanno. Rosalia, sì. Fidanzata è. Et on voit aussi, pendant cette même scène du déjeuner, Nino qui demande des nouvelles de certaines personnes qu'il connaît, puis alors on lui dit lui il est mort. E i vecchi amici, Ignazio Miccichetti. Ah, e Ciccio Laganà. E Micron. E Alfio Galì. In galera sta. E Cufu. Uomo d'onore. E Filò. Morì? Si traviò. Come sarebbe a dire si traviò? Tradì gli amici. Si detta la politica. Et ce silence est assez drôle parce que c'est effectivement cette omerta, c'est-à-dire que il y a pire que la mort, il y a celui qui est le traître. Et lui, on prononce même pas son nom. Il est exclu de la communauté. Ils vont après déambuler dans les rues du village, et là, on voit que tout le monde s'observe par les fenêtres. Encore une fois, Big Brother est là. Ma chi è che sarà mai quel Don Vincenzo qui? Marta, ti prego. Non agitarti, ci guardano. Ma se non c'è un'anima. Ma che spingi? Baciamo le mani. Ah, baciamo le mani, dottore. Visto? Tout le monde s'observe. Et on voit le nom des morts sur toutes les maisons. Sono i poveri morti. È una tradizione antica. Sono affetti che non si cancellano mai. Et ce qui est horrible dans ce système-là, clanique, qui est lié sur effectivement les liens du sang et de la vendetta, c'est que contrairement au monde de l'État qui va petit à petit, et puis après au monde moderne encore plus, qui va petit à petit se construire, c'est que ces liens claniques du sang qui doit faire couler le sang fait que même si vous êtes innocent de quelque chose, vous faites partie du clan. Et c'est le concept de la vendetta, c'est-à-dire que des gens innocents peuvent mourir. Comme vengeance, on paye le sang par le sang. Votre père a pu faire quelque chose, on peut vous buter. C'est pas grave. L'acte individuel n'existe pas, vous faites partie du clan. Et on va voir que Nino va rencontrer le parrain de ce village qui va lui donner une mission d'aller buter quelqu'un, en gros à New York, où il y a une ramification de cette même mafia. Et il est obligé de le faire, il n'a pas le choix. E anche noi ci vogliamo bene, perché vogliamo bene a te. E ti siamo grati di quello che fai. E Don Vincenzo, e che faccio io? Che fai? Una cosa importante, Nino. Ma se vuoi, puoi dire di no. Dici di no? Dico di no. Dico di sì.
Et on voit même que son propre père l'encourage, quitte à ce qu'il aille mourir. Mais il faut qu'il meure pour le clan. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que ce lien de proximité, c'est pas que le lien du sang, de la famille, de l'amour. Non, non, non. C'est un lien qui, au départ, comme je l'ai dit, a quelque chose de pratique, on se protège, etc. Et qui après devient de la voyoucratie et de la saloperie. Hein, alors même s'il y a un soi-disant code d'honneur, ce code d'honneur n'est fait que pour que le clan subsiste. Et ce qu'il y a de génial aussi dans ce film, donc, c'est de montrer ce devoir qu'on doit accomplir, mais là, c'est pas du tout glamour. On sent que le mec, il est paniqué, il a pas envie de faire ça. Il a pas le choix, il y a une pression, tout le monde te regarde. Et c'est d'autant plus drôle qu'on nous montre aussi... alors là, bon, évidemment, on n'est pas face à des mecs glamour... c'est pas Lucky Luciano qui baise des actrices hollywoodiennes. C'est-à-dire que là, on est dans le village. Bon, il y a des nanas parfois qui ont de la moustache. Et puis, le reste des mecs, ils baissent pas. Il y a une scène sur la plage qui est assez drôle. Et les mecs, ils construisent sur la plage, ils font une espèce de femme en sable avec des gros nichons. Parce qu'ils baissent pas, les mecs. Parce que, à part leur femme, ils peuvent pas baiser. Parce que soit tu baises la sœur d'un tel, la fille d'un tel, et tu peux pas, faut l'épouser. Et donc, les seuls moments où ils peuvent voir des nanas, c'est en été, quand il y a des touristes qui viennent et ils sont fascinés par le fait de voir des femmes. Donc là, on n'est pas, encore une fois, vous voyez la différence du côté glamour et de la communauté. Dalla società industrializzata, allora noi non saremmo alienati. E allora cosa siamo? Felici e contenti. Tu, Domenico Licasi, sei felice? E allora? Difatti, i mali della società meridionale non sono psicologici, ma di ordine economico e sociale. Errore gravissimo. Noi siamo tagliati fuori proprio psicologicamente. Ma allora qui subentra il fattore dell'incomunicabilità dell'individuo, che è un altro paio di maniche. Non signore, rufacci dello stesso problema, Sun. Mauti, in effetti, non comunichiamo. Sì, va bene, magari tra noi amici sì, ma ormai tutto ci siamo comunicato. E con il prossimo. E nella fattispecie femmina che siamo incomunicabili. E quindi alienati. Infatti tu, Tatò, per mancanza di cognizione in materia, questa femmina ci sta facendo i minni eccessivamente ponduti. Che dici tu? Che sai, le variazioni sono infinite. Per esempio, l'anno scorso mi regai a Palermo per una infezione a un molare cariato. Ed ebbe l'occasione di conoscere una ragazza con la quale mi trattenne in intimità. Una del nord. Ed era appunto di formazione puntuta. E allora tu che fai tanto l'esperto, ti dirò che queste di tipo polinesiano sono. E che ci vogliamo sputare sopra le polinesiane? Picciotti! Nenuti! Schietti! Nenuti, che devi stare a riscaldare lo sole, Noto che come vi lasciai 8 anni fa, così ve le trovo. Con la stessa popazza di sabbia. Le film est à la fois quelque chose qui nous balance entre une comédie et un film beaucoup plus noir. On rit jaune, on n'est jamais tout à fait bien dans cette communauté mafieuse, mais qui se rapproche beaucoup plus du réel, plus de ce qu'est la mafia. Et c'est assez intéressant parce que je vais juste faire le lien avec un document historique. C'est effectivement le projet de constitution pour la Corse écrit par Jean-Jacques Rousseau, à la demande de Pascal Paoli, qui a proclamé la République corse dans une courte période où la Corse a été indépendante, juste après la domination des Génois. Et donc Rousseau accepte, et il y a un extrait assez intéressant, et il voit le problème du clanisme et le danger que cela peut mettre dans la possibilité de perdre son indépendance, et la nécessité de avoir un droit, une législation, et de s'organiser comme un État. Et il dit « Sans amis, sans appui, sans argent, sans armée, asservis à des maîtres terribles, seuls vous avez secoué leurs joues. Vous les avez vus liguer contre vous, tour à tour, les plus redoutables potentats de l'Europe. Inonder votre île d'armées étrangères, vous avez tout surmonté. Votre seul courage a fait ce que l'argent n'aurait pu faire. Pour vouloir conserver vos richesses, vous auriez perdu votre liberté. Il ne faut point conclure des autres nations à la vôtre. Les maximes tirées de votre propre expérience sont les meilleures sur lesquelles vous puissiez vous gouverner. Il s'agit moins de devenir autre que vous n'êtes, que de savoir vous conserver tel. Les Corses ont beaucoup gagné depuis qu'ils sont libres. Ils ont joint la prudence au courage, ils ont appris à obéir à leurs égaux, ils ont acquis des vertus et des mœurs, et ils n'avaient point de loi. S'ils pouvaient rester ainsi, je ne verrais presque rien à faire. Mais, quand le péril qui les a réunis s'éloignera,
les factions qui l'écartent renaîtront parmi eux. Et au lieu de réunir leurs forces pour le maintien de leur indépendance, ils les useront les unes contre les autres et n'en auront plus pour se défendre si on vient encore les attaquer. Voilà déjà ce qu'il faut prévenir. Les divisions des Corses ont été de tout temps un artifice de leurs maîtres pour les rendre faibles et dépendants. Mais cet artifice, employé sans cesse, a produit enfin l'inclination et les a rendus naturellement inquiets, remuants, difficiles à gouverner, même par leur propre chef. Il faut de bonnes lois. Il faut une institution nouvelle pour établir la concorde, dont la tyrannie a détruit jusqu'au désir. La Corse, assujettie à des maîtres étrangers dont jamais elle n'apportait patiemment le dur joug, fut toujours agitée. Il faut maintenant que son peuple fasse une étude nouvelle et qu'il cherche la paix dans la liberté. Et donc là, dans cet extrait, on voit bien que Rousseau a très bien compris qu'ils ont réussi à se débarrasser d'une puissance étrangère assez forte, donc là, à l'époque, les Génois, parce qu'ils ont été unis. Il prévoit que leur division va de nouveau les rendre faibles. Et c'est ce que nous avait déjà dit Hegel. Il nous avait dit que c'était une menace pour l'unité s'il y a division en communauté, s'il y a division des familles, dont chacune va avoir des intérêts particuliers. Et c'est d'ailleurs toute cette confrontation que l'on voit entre l'État via la police et la politique qui rentre dans les cités, dans les mafias, dans The Wire. Mais on a effectivement d'un seul coup la loi, l'État qui essaye de remettre de l'ordre ou de sauver des enfants via l'école, de sauver les enfants de ces clans, de ce clanisme qui existe, de ces mafias. C'est aussi assez intéressant, autant pour les droitards que les gauchistes qui n'ont pas souvent cette vision. Maxime qui va être tout seul dans un village abandonné où il n'y a pas grand monde et qui pourtant n'a pas beaucoup d'argent, ne va pas nécessairement, effectivement, quand on est dans la pauvreté, tomber dans la délinquance. C'est une évidence. Et heureusement. Et donc souvent, bon, vous avez les droitards qui prennent cet exemple, qui est aussi vrai, c'est évident, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intéresser à Maxime qui ne tombe pas dans la délinquance et qui est pauvre uniquement parce qu'il est blanc, mais il ne faut pas non plus l'oublier uniquement parce qu'il est blanc, vous voyez. Donc il faut s'intéresser à toutes les souffrances. Et c'est vrai qu'il y en a certaines dont on s'occupe plus que d'autres, etc. Mais à l'inverse, le droitard ne comprend pas que celui qui va être pauvre, peut-être moins que Maxime, qui va être dans le Berry ou je ne sais où, ne va pas tomber dans la délinquance uniquement parce qu'il est génétiquement programmé pour ça. Il tombe aussi dans la délinquance, alors bien entendu parce qu'il ne roule pas non plus sur l'or, mais il est beaucoup plus incité, et ça on le voit dans The Wire, à rentrer dans la délinquance et dans la violence, parce qu'il va faire partie très tôt d'un système de clans et de mafias qui va les recruter. Tout petit, mais non, ne va pas à l'école, tu vas avoir de l'oseille, tiens. Ou même parfois des parents eux-mêmes, et on le voit avec certains qui obligent leurs gosses à y aller parce que le père était déjà dedans et tu vas rapporter de l'oseille. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller faire des études? Ou encore d'autres personnages, notamment un personnage intéressant, qui est le petit Michael, qui au départ est celui qui ne veut pas rentrer justement dans ce clan. Lui, il n'accepte pas l'argent qu'on donne aux jeunes, tout ce qu'on fait miroiter. Look here, first day of school coming up, right? Yeah, next week. So y'all need like school clothes and shit? Yeah, that's right. Yeah. Oh shit. Yo, what's this for? You ain't hear me? For new clothes. Whatever else you need to get. Thanks, man. Damn, 200? Yo, thanks, man. Oh, you need to thank my man Marlo. He ain't want to see you little motherfuckers going ragged on the first day. Am I low? Nah, man, no thanks. But you ain't gotta do nothing for it. No, thank you, man. Hey, yo, Mr. Muck. I'll take his if you don't want it. I mean, I'll hold his for you. Yo, don't press, man. Don't press. Yo, Jay, come on. What the fuck is wrong with you, boy? You too good for my money? Or is you such a bitch-ass punk you worried about where my money come from? Mais, comme dans tout système clanique, mafieux, à un moment donné, un jour, il va avoir besoin d'aide parce qu'il y a son beau-père qui sort de prison, qui revient à la maison, et qui a la fâcheuse tendance, en plus d'être porté sur la colle, de tripoter les enfants. Et un jour, il va avoir besoin de demander un service. Mais le problème, c'est que dans le clan, le service, on le fait pas pour vos beaux yeux, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'on va te rendre un service, on va se débarrasser de lui, mais en contrepartie, tu seras à nous. Et on te tiendra.
Et c'est comme ça qu'il rentre aussi dans cette forme de délinquance. Bon, il y a des tas de choses à voir dans cette série qui est assez intéressante, et notamment le fait que le clan vous sacrifiera, preuve ou pas preuve. Vous avez discuté avec un flic, c'est louche. Donc on va vous éliminer. Et le clan le fera, suivra, peu importe les justifications que vous pourrez donner. Notamment quand le Stranger Bell, ce salaud interprété par Idris Elba, qui porte bien, qui a bien le physique pour, se débarrasse du petit Wallace, et il fait croire que il a parlé, quoi, et qu'il faut l'éliminer, parce qu'il est un danger pour le clan. Et il va se faire éliminer par ses potes d'enfance, c'est un jeune ado, qui vont le buter de sang-froid, sans chercher à savoir si c'est vrai ou pas. C'est ça qui est dégueulasse dans ce système-là. C'est le clan qui est avant tout. Et l'individu, il n'existe pas tellement, c'est un rouage. Et il y a cette fameuse scène où, évidemment, quand on veut faire, et c'est tout l'esprit aussi du clanisme, de jouer sur ce code d'honneur, c'est-à-dire que quand on veut te faire un sale truc dégueulasse, où tu pourrais avoir envie de trembler en le faisant, parce que, quand même, c'est ça aussi qui est pire dans le clanisme, c'est qu'on te demande de buter des gens que tu connais, que tu peux aimer, hein, faut jamais l'oublier. Ou que dans le système d'Omerta, tu dois devoir rejeter ton fils, ton mari, ton frère, s'il est accusé de trahison. Et c'est ce qui se passe dans cette fameuse scène. C'est pour ça qu'on a besoin d'agiter le code d'honneur et de la virilité, qui n'est pas de la virilité d'ailleurs, hein. C'est une fausse virilité, parce que buter un pote comme ça, sans procès, sans rien, c'est pas de la virilité. La virilité, c'est pas ça. Mais on le dit. Et on voit cette scène où le mec, il dit « Ouais, vas-y, pleure pas ». Alors tu vois, l'autre, il est en train de se faire menacer, il me fait « Ouais, t'es pas une meuf, pleure pas, on va te buter ». Oui, d'accord. Et l'autre, en face, il doit tirer parce qu'il est censé être un homme. Moi, je suis un homme, je vais te buter. Et il essaye de se convaincre, c'est-à-dire... je fais une saloperie, mais j'essaye de mettre ça sur le compte de l'honneur, de la virilité, du code, etc. Ce qui ne l'est pas. C'est totalement injuste et c'est totalement dégueulasse. Man, you's a weak ass nigga, man. You should have stayed down in the country, man. Yo, I'm a nigga, yo. You fucking brought this on yourself, man. We boys. You brought this on yourself. You ain't gotta be like this, yo. We niggas, man, BC, remember that? Come on. You wetting your fucking pants like you a little boy. Be a man. Stand up like a motherfucking man. My niggas, yo. Man, you said you was a fucking man. Stand up straight. That's us, man. Do it, goddammit, if you're gonna... Et on revoit ça plusieurs fois dans la série, où on doit donner quelqu'un, peu importe, tu veux de l'argent? Non, je veux pas de l'argent, je veux sa vie. D'accord, ok, t'es obligé, même si c'est ton pote, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que, évidemment, la délinquance existe dans toutes les catégories de la société, mais qu'un certain type de délinquance, qui est lié au départ à la pauvreté, et ça c'est une évidence, il est évident que le fils de Bernard Arnault ne va pas produire le même type de délinquance qu'un mec de banlieue ou que Maxime dans le Berry qui sont fauchés, c'est une évidence. Il y a des risques qu'on ne va pas prendre à partir du moment où on a de l'argent pour avoir une bagnole, des meufs, aller dans des grands restos et bien bouffer, c'est une évidence. C'est évidemment au départ un terreau très très puissant pour tomber dans un certain type de délinquance. Maintenant, c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir ni en termes raciaux, comme certains voudraient le faire, ni en termes uniquement économiques, parce que ça n'aurait pas de sens, évidemment. La pauvreté n'implique pas nécessairement la délinquance, et quand elle implique une certaine délinquance, elle n'implique pas nécessairement de la violence gratuite. Mais c'est ce qui est intéressant dans The Wire, c'est que justement, contrairement au petit Maxime qui pourra être isolé dans le Berry, et qui va avoir comme éducation celle de sa mère ou de l'école, ou parfois des familles d'accueil, tout dépend des situations qui sont très difficiles. Le petit Maxime pourra sombrer dans un certain type de délinquance, mais il va très rarement pouvoir rentrer dans des clans et pouvoir se permettre de faire certaines choses que l'on peut faire quand on est dans un groupe. Et c'est ce qui est montré dans The Wire, c'est-à-dire qu'il y en a qui tombent dans la délinquance, pas seulement pour des questions économiques, mais pour un système social et économique. C'est-à-dire que
ces jeunes gamins qui vont être pris très tôt, outre la pauvreté, vont être incités par le clan et le groupe qui flattent cette espèce de virilité que j'ai montrée en exemple, qui n'est pas de la virilité, mais on utilise souvent ça dans des systèmes mafieux, notamment quand on prend les très jeunes et ceux qui sont en bas de l'échelle, la fausse virilité, la violence gratuite, etc., pour protéger le clan, parce qu'on s'en fout, ça sera des soldats perdus. Et plus on monte dans les grades et dans les choses importantes, plus on a besoin de gens qui ont un cerveau et la tête un peu plus froide, si vous voulez. Mais c'est beaucoup plus facile de faire du sale boulot par des gens qu'on a bien titillés avec cette espèce de code d'honneur de violence gratos. Donc c'est ce que nous montre cela, c'est-à-dire qu'il va être plus facile de sombrer dans un certain type de délinquance quand vous êtes pris dès l'enfance et que vous rentrez dans des clans et qu'on vous éduque pas seulement par vos parents, ni par l'école qui est un peu désertée, mais par les autres qui sont des très mauvais exemples et qui suscitent chez vous une violence et des actes qui sont profondément injustes. Mais là où The Wire est intelligent, c'est que elle n'enlève pas, la série, le libre arbitre aux personnages. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pris tout petits et qui vont faire des actes de violence et qui ne s'en tiendront qu'aux actes de violence qui ont une importance dans le business. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec Omar ou le petit Michael. Et puis il y a ceux qui aiment ça, ceux qui font de la violence gratuite, qui ont un vrai plaisir. Il faut évidemment ne pas déresponsabiliser les gens qui, personnellement, qui par des actes personnels, font aussi de la saloperie en dehors du contexte qui les y pousse. On se rappellera toujours de la leçon de Dogville, où les gens sont face à leurs responsabilités aussi, ils ont leur libre arbitre de faire de la saloperie ou pas, bien évidemment. I'm not the one passing judgment, Daddy. You are. No, no. You do not pass judgment because you sympathize with them. A deprived childhood and a homicide really isn't necessarily a homicide, right? The only thing you can blame is circumstances. Rapists and murderers may be the victims according to you, but I call them dogs. And if they're lapping up their own vomit, the only way to stop them is with a lash. But dogs only obey their own nature, so why shouldn't we forgive them? Dogs can be taught many useful things, but not if we forgive them every time they obey their own nature. Can't you see how condescending you are when you say that? I mean, you have this preconceived notion that nobody can't possibly attain the same high ethical standards as you, so you exonerate them. I cannot think of anything more arrogant than that. You forgive others with excuses that you would never in the world permit for yourself. They're human beings. No. Does every human being need to be accountable for their actions? Et c'est ce que montre The Wire. Il y a ceux qui sont pris évidemment dans le système de clan et qui prennent plaisir à faire du mal aux gens. Hein. Et puis ceux qui font le mal, bien entendu, mais strictement nécessaire et qui ne prennent pas un plaisir autre et qui se donnent des codes d'honneur, c'est-à-dire de ne pas tuer des innocents, de ne pas rentrer dans certaines vendettas où on va s'en prendre à la mère, à la sœur alors qu'elles sont innocentes, etc. Donc vous voyez que la série, c'est ça qu'elle met aussi en lumière. Donc c'est pour ça que cette série est intéressante. Et vous remarquerez encore que The Wire, donc sur écoute, on est encore dans la thématique de Big Brother d'une certaine manière, parce que là, alors c'est la police, hein. On écoute des gens sans leur consentement. Et on voit dans la série qu'il faut que ce soit validé par la justice. Alors des fois on triche. Voilà. Et c'est ce qui se passe plusieurs fois parce que les types sont sur une enquête et que pour une raison suprême, une bonne raison, qui est de démanteler ces réseaux mafieux ou sauver des gens, on va parfois être dans l'illégalité et faire des écoutes. Mais c'est des écoutes. Sauf que dans la série, elles ne nous semblent pas gênantes, parce qu'elles sont là pour coincer des gens qui sèment le trouble et qui foutent la merde. Donc vous voyez bien que la question de Big Brother est toujours une question humaine. Et à l'époque, il n'y a pas encore des moyens extrêmes de surveillance dans la série. Mais il ne nous semble pas apocalyptique, comme on peut vous le montrer par exemple dans Black Mirror, quand l'épisode d'ailleurs écrit par Jodie Foster, que je trouve pas exceptionnel, on voit une mère qui finalement, d'une certaine manière, va pucer sa fille pour savoir ce qu'elle fait et regarder en temps réel ce qu'elle fait. Et le problème n'est pas la puce en tant que telle, le problème est son utilisation. Après tout, on aurait pu tourner ça avant et voir une mère qui met aussi sur écoute sa fille par le même moyen de téléphone que The Wire. Tout ça, ça a toujours existé.
Les surveillances dans des pays de l'Est ou dans les pays américains où on surveille les opposants au pouvoir, la CIA, Hoover, etc. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si par exemple les Kennedy étaient proches aussi des clans mafieux. Vous voyez que tout ça, Frank Sinatra, tout le reste, tout ça, ce monde est lié. Ce qui est à reprocher dans beaucoup des films et des séries, pas tous, bien évidemment, ce qu'on cherche à vous montrer et à vous faire peur, c'est la machine en tant que telle. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, oui, par exemple, avec la 5G, vous avez une possibilité de focaliser un objet, de détecter un objet beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, en temps réel, avec des précisions énormes. Évidemment que la technologie doit poser des questions en tant que telle, parce qu'elle permet plus de choses. Il y a des questions éthiques aussi qui vont se poser. Mais ce qui est rarement pointé, c'est toujours l'homme qui est derrière. À qui et à quoi ça sert? On voit bien déjà qu'aujourd'hui, on est déjà dans une société de surveillance d'une certaine manière, qui n'est pas la même que celle que j'ai décrite avant, mais quand on accepte d'aller sur des sites et de donner nos données, et puis il y a des données qu'on met nous-mêmes sur les réseaux, les photos de vacances, de sa famille, etc., que l'on donne, surtout que rien ou presque ne disparaît sur Internet. Donc si vous changez d'avis, la communauté Internet ira rechercher ce que vous avez dit ou fait à tel moment. Là, on revient encore à l'intervention humaine. Et il doit y avoir théoriquement la loi, l'humain, l'humanisme derrière pour contrer cela. Donc toutes ces questions sont importantes. Il y a aussi effectivement les pirates. Ce qui existait avant en vrai sur Internet, qui vous envoient des faux mails, qui vous mettent des virus, qui prennent vos données, etc. Ça, ce sont encore des questions de législation qui sont... Alors, toute la technologie va faciliter ces choses-là, et notamment des choses qui peuvent être gênantes, qui font partie de l'intimité, comme vos dossiers médicaux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les garde-fous face à l'utilisation de performances techniques ne peuvent pas être des garde-fous techniques. Ils doivent être politiques, juridiques, donc humains. Le problème aujourd'hui, et qui va évidemment se poser de plus en plus dans le futur, et ce qui n'est pas le sujet principal, et je le comprends, c'est moins bandant dans une série ou dans un film, c'est que les données sont ce que les GAFAM possèdent. C'est eux qui sont aussi le risque de la société de contrôle, qui sont au-dessus des États, et qui sont le retour du privé. Sauf que là, c'est pas le retour du privé avec Maria et José, donc la petite communauté, la famille, le lien du sang, la mafia, etc. Même si on le voit, de toute façon, tout ça va se lier. Les grandes mafias actuelles, notamment par exemple au Japon, sont dans l'économie fictive, par exemple, à titre d'exemple. Mais je referme la parenthèse. Vous voyez qu'on peut faire un lien avec le passé de Antigone, la petite société grecque, la société française, la campagne, etc., où le privé et l'État doivent être dans une relation dialectique avec chacun des prérogatives. Mais aujourd'hui, on est dans le retour du privé, et j'en ai parlé, où aujourd'hui l'État disparaît de plus en plus, mais où l'appareil d'État est au service du privé, des grandes entreprises, des sociétés de conseil, des banques et des GAFAM. Et c'est elles aujourd'hui qui sont un danger dans l'utilisation, dans les algorithmes, dans la possibilité de surveillance qu'elles peuvent avoir. Et c'est ça le danger. Il est d'autant plus dangereux que c'est quelque chose que l'on va accepter, puisque ces sociétés privées vont vendre des services. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, puisque c'est les informations qui en gros payent la gratuité. Mais ces sociétés, ces GAFAM vont proposer des services, et en échange de ces services que vous allez accepter, parce qu'on va finir par les accepter. Et c'est ça qui est aussi dangereux. Donc c'est le retour du privé et de la nécessité de contrôler les humains. De contrôler, quand je dis de contrôler les humains, c'est de contrôler ceux qui veulent en dominer d'autres. Puisque là, effectivement, on aura une précision en temps réel de ce que vous faites, où vous êtes, etc. Et on ne sait pas ce qui sera fait de ces données. Et il existe la même chose à l'échelle des États, bien sûr. J'en ai parlé, le crédit social chinois, qui est d'ailleurs inspiré aussi par ce qui se faisait aux États-Unis, en fonction de vos revenus, en fonction du fait que vous ayez une couverture sociale pour vous soigner, etc. Donc, et évidemment, ce que font les États quand ils s'espionnent entre eux, encore une fois,
c'est l'homme. J'avais conseillé aussi un film qui était assez intéressant et qui fait peur d'une certaine manière, qui s'appelle toujours Le Dossier 51 de Deville et qui nous montre. Alors, il a vieilli sur certains points, mais il est encore assez intéressant sur d'autres, notamment dans sa mise en scène, puisque tout est filmé en caméra subjective et ça montre déjà un automatisme, alors que là, il n'y a pas de machine, on n'est pas dans Black Mirror, hein. Et ça montre un automatisme des gens qui sont déshumanisés, qui sont des numéros, avec la question de l'espionnage, de l'écoute et du fait qu'on peut tout savoir sur votre vie. Qui a donné une audience internationale à Michel Deville parce qu'il a été beaucoup vanté, admiré, commenté de par sa forme. Il s'agit du Dossier 51 en 1978. En quelques mots, il s'agit de l'adaptation impossible, supposée impossible à l'époque. Un certain nombre de cinéastes français avaient tenté de le faire ou avaient envisagé de le faire. Je crois que Godard avait été sur le coup, Jacques Deray avait été sur le coup. Il s'agit d'un roman de Gilles Perrault. Et le Dossier 51 raconte, le roman lui-même d'ailleurs, raconte par des notes et des rapports confidentiels une mission d'observation par des services secrets non identifiés, une mission d'observation d'un jeune fonctionnaire, afin de pouvoir à un moment le recruter. Donc une enquête est faite à son sujet afin de trouver sa faille pour pouvoir le manipuler et le recruter. Et là, on le fait avec des humains parce qu'on fait en sorte de corrompre des gens de votre entourage, de prendre des infos et de vous infiltrer. L'infiltration est terrible. Parce que dans l'infiltration, alors ça c'est un grand sujet des agents secrets, des infiltrés ou autres, leur rapport à la vérité, à l'affectif, au réel, c'est que vous mentez, vous abusez de façon affective des autres pour avoir des informations. Bon, tout ça, c'est des sujets passionnants. Mais là, pareil, la technique, bon... Oh non, merde! J'en ai marre, tu comprends? Je suis pas revenue pour te servir de boniche et répondre à tes conneries. Et Monsieur Berras, tu connais? Et Jean-François, qui c'est? Et Madame Champon raconte? Non, Tintin! Tu me fatigues. Qu'est-ce que t'en as foutu de tous ces vieux schnocks? Écoute, Marguerite, j'ai mon match, là. Et moi, j'ai ma vaisselle. Mais qu'est-ce que tu veux? On se marie, oui ou merde? Figure-toi, je vais pas rester moisir ici. Mais on est fiancés! Alors, on va l'annoncer à mes parents. Minerva Mars. Premièrement, Marguerite Marie doit rester à Paris pour la suite de l'opération Feuille Morte. Il serait d'ailleurs imprudent de la laisser retourner à Luxembourg, où elle pourrait informer 51 et 52 des investigations menées par votre agent. Deuxièmement, vous débloquerez pour votre agent un crédit spécial destiné à offrir à Marguerite Marie un cadeau de valeur, qui pourrait être considéré comme un cadeau de fiançailles. Troisièmement, en dernier recours, il conviendrait d'envisager une grossesse de Marguerite Marie, qui, enceinte, passerait sous complète dépendance de votre agent. Ils ne veulent pas prendre de risques. Eh merde. Donc, les États aussi, quand l'appareil d'État est au service de quelques-uns et non pas de la volonté générale, ce crédit social qui fait que on va juger que vous êtes un bon et mauvais citoyen si vous avez remboursé votre crédit, si vous avez fait ça ou ça, c'est pas le garant n'est pas la loi exprimée par la population, vous voyez. Donc attention, des deux côtés, tant par l'appareil d'État que, et non pas l'État, hein, que par les instances privées que sont les GAFAM ou les grandes entreprises, on est totalement dans l'actualité d'Antigone. Ce problème existe toujours, avec des questions éthiques nouvelles qui vont évidemment se créer par des découvertes, par des possibilités qu'engendre la technologie. Mais c'est pas juste le méchant robot qui d'un seul coup va avoir une conscience et qui est là pour nous tuer, et donc il faudrait retourner à des communautés qui sont très actuelles, hein. On voit du côté de certains droitards, oui, alors comme on ne peut pas partir, on va faire des communautés de gens comme nous, du côté aussi des racistes de gauche qui veulent aussi faire des communautés raciales, ethniques, religieuses, enfin des deux côtés, hein, ça existe, et donc éparpiller, scinder l'État, la nation, puis des espèces de sociétés utopistes qui existaient déjà dans les années 70, un peu gaucho, écolo, on va vivre ensemble, mais c'est très drôle. Bon, il y a évidemment Problemos qui était sorti il n'y a pas longtemps, mais il y avait déjà les Baba Cool. Alors c'est pas des grands films, hein, je vous le concède, mais on voit que l'idéal de la nature, de la vie en société, faussement égalitaire
encore gérés par la proximité et par la morale, la moraline, finalement, c'est souvent des gens qui ont un domaine et qui vont exploiter des gens et les faire bosser gratuitement. Hein. Et on voit que certains vont donner de l'argent, vont se faire un petit peu racketter, et puis c'est des petits lieux de baisouilles, etc. En fait, c'est une fille très vulnérable. Elle a été 3 ans en analyse. Non, je crois que tu pouvais beaucoup pour elle. C'est dommage que t'aies pas essayé de la comprendre. Et on dit tu rigoles ou quoi? Non, mais Antoine, je dis pas que c'est ta faute. Mais enfin, moralement, tu es quand même impliqué dans cette affaire. Non, mais ça, c'est la meilleure, ça. Non, mais quand je dis moralement, Antoine... Non, mais ça, j'ai bien compris, je suis responsable de tout, quoi. Non, mais écoutez, comme je veux pas vous traumatiser par ma présence, je me tire. Non, mais Antoine... Non, Antoine! Ah oui, naturellement, les rats écoutent aux portes. Quand je pense que j'ai marché dans vos conneries, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime, on est heureux, on vit mieux que les autres. On est libéré, tu pars, c'est pire qu'ailleurs ici, moi. J'ai perdu un mois avec une bande de faux culs et de ringards miteux. Non, là, je te trouve un peu dur. Hein. Oh, bah oui, on t'a quand même hébergé bien gentiment. Oui, c'est un séjour qui m'a coûté 8000 balles, alors merci. Qu'est-ce que c'est que ces 8000 balles? Oh, c'est rien, c'est une affaire entre Blaise et Antoine. Ah oui, mais moi je suis pas au courant, moi. Évidemment, toi t'es jamais au courant de rien, alors. C'est facile d'être au courant quand on fout rien. Je fous rien, moi, à part nous faire chier pas grand chose. Oh, ça suffit tous les deux. Réponds pas, cet imbécile. Mais il me dit que je fous rien. Mais fais marcher. Non, écoutez, c'est trop bête, essayons plutôt de retenir Antoine. Non mais, réfléchis, pas sur un coup de tête. Ah, ça c'est le bouquet, ça. Blaise. Venez voir, ça vaut le coup, hein. Ah, je te jure. Poète, là, hein. Écoute, Tania, je t'assure. Non, je t'en prie. Tania, pardon, excusez-moi. Merci. C'est lui qui a poussé cette pauvre fille dans le lit de Blaise. J'en suis sûre que c'est lui. Salaud! Mais ferme ta gueule, toi. Oh! Non, je t'en prie. Tout le monde sait très bien que Blaise se tape toutes les filles qui passent par ici. Ah, c'est ce que tu penses? Ah, je te remercie, vieux. Je te remercie. Tu me déçois beaucoup, tu sais. Tu me déçois beaucoup. Donc je dis juste attention à ça, cette idée de retourner dans le passé, dans ces systèmes d'organisation, tant à gauche qu'à droite, et en même temps l'actualité toujours, le progrès technologique, mais qui sur le plan humain n'est pas un progrès quand il n'est pas régi, quand il n'y a pas de garde-fou humaniste et voulu par la volonté générale. Mais on n'est pas du tout dans un certain fantasme d'Hollywood, de l'IA, de l'intelligence artificielle qui aurait une conscience. Pour le moment, on n'y est pas, alors peut-être qu'un jour, on y sera. Mais pour le moment, on a beaucoup progressé sur le plan technique, c'est-à-dire des intelligences artificielles, entre guillemets, qui vont progresser dans des tâches précises, le deep learning, etc., beaucoup de code, mais qui n'ont aucune compréhension de ce qu'elles font. C'est des intelligences bêtes, si je puis dire. D'ailleurs, le mot intelligence était un coup marketing, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Par contre, la surveillance, qui a existé dans des sociétés archaïques, comme je vous l'ai dit, qui existe encore aujourd'hui par la volonté de retourner dans des organisations archaïques, ou qui existe aujourd'hui de façon beaucoup plus sophistiquée par l'organisation d'État, alors évidemment les infiltrations, les écoutes, et maintenant la technologie des acteurs privés, donc le retour du privé, ça c'est intéressant. Et ça c'est beaucoup moins développé, c'est beaucoup moins une mise en garde. Donc n'oubliez jamais que aussi la modernité, ça a été l'émancipation aussi de l'individu. Dans une certaine liberté bien comprise, comme je l'ai expliqué, qui tient compte de la société, qui tient compte donc de la justice sociale et qui tient évidemment compte des déterminations. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été aussi cette émancipation, il ne faut jamais l'oublier. Et elle a évidemment des contre-coups qu'il faut sans cesse améliorer, qu'il faut adapter, puisque c'est la grande époque du 19e siècle où effectivement l'individu, la solitude, la mort de Dieu fait qu'on se retrouve avec un individu perdu. Alors il y a au départ l'individualité et la solitude voulue du premier romantisme, et puis après il y a l'espèce de gueule de bois, la mélancolie, la tristesse du second romantisme et de cet individu qui s'exprime et qui exprime aussi ses douleurs. Donc ça, c'est effectivement des sociétés qui après il a fallu réorganiser quand on est passé d'un monde à l'autre. Et c'est toujours brutal. Il y a un contre-coup de passer d'une société à une autre et de réorganiser cette société avec des liens dont chaque strate a son importance avec ses prérogatives. Mais c'est aussi évidemment cet art qui va effectivement permettre de parler de l'intérieur, de l'intimité de soi, poème de Baudelaire typiquement, où
les grands romans de Zola, de Balzac, qui d'un seul coup va nous donner des tas de détails sur l'intimité et la vie des gens, ce qu'on ne trouvait pas dans le théâtre grec. Donc je terminerai avec ces films et je vous encourage à regarder et en tout cas à vous poser ces questions auxquelles on vous confronte beaucoup moins que plutôt de vous montrer la noirceur du progrès technique.